Ils prétendaient ne pas pouvoir m'aider pour mon loyer pendant mes études puis ont remboursé la carte de crédit de mon frère. Je m'appelle Eden, j'ai 28 ans, et j'ai bâti mon empire technologique à partir de rien après que mes propres parents m'ont abandonné financièrement. Ils prétendaient ne pas pouvoir se permettre $600 pour mon loyer pendant mes études, mais ont pourtant trouvé $22 000 pour renflouer le désastre de la carte de crédit de mon frère. Leur trahison a nourri mon succès. L'expression sur le visage de mon père lorsqu'il est entré dans le hall de mon entreprise, sans savoir que j'en étais le propriétaire, valait toutes les nuits que j'ai passées affamé et frigorifié. Avant de vous raconter comment je suis passé de quasi sans-abri à propriétaire de multiples entreprises, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez un j'aime et abonnez-vous si votre famille a déjà eu des favoris. Croyez-moi, ma revanche valait la peine d'attendre. Ayant grandi dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, notre famille semblait parfaite en apparence. Mon père, Richard, travaillait comme cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance, tandis que ma mère, Margaret, enseignait en CE2 à l'école primaire locale. Nous vivions dans une modeste maison de style colonial avec 4 chambres, une pelouse bien entretenue et un garage pour 2 voitures, l'incarnation de la stabilité de la classe moyenne américaine. Mon jeune frère Ethan et moi partagions le 2e étage, nos chambres étant reliées par une salle de bain qui est devenue un champ de bataille constant à mesure que nous grandissions. Dès le plus jeune âge, les différences entre nous étaient flagrantes et semblaient définir notre valeur aux yeux de nos parents. Ethan était l'enfant prodige, athlétique, charmant et populaire sans effort. Il pratiquait 3 sports, excellait particulièrement au baseball, et avait une capacité naturelle à faire rire les gens. Nos parents manquaient rarement ces matchs, portant fièrement les couleurs de l'équipe et l'encourageant depuis les gradins, quel que soit le temps. Ma mère passait des heures à préparer des repas spéciaux riches en protéines avant ses grands matchs, et mon père consacrait ses week-ends à s'entraîner au lancer avec lui dans le jardin. Moi, en revanche, j'étais calme et studieux. Les ordinateurs me fascinaient depuis le moment où mon école primaire a eu sa première salle informatique partagée. Tandis qu'Ethan collectionnait des trophées qui ont fini par nécessiter leur propre étagère dans le salon, je collectionnais des connaissances et des compétences moins visibles, moins célébrées. J'ai appris à coder par moi-même à 13 ans, j'ai créé mon premier programme rudimentaire à 14 ans, et à 16 ans, je réparais les ordinateurs des voisins pour gagner un peu d'argent. Le favoritisme était subtil au début, mais est devenu de plus en plus évident avec le temps. Les matins de Noël en étaient la plus claire illustration, Ethan déballait la dernière console de jeu, du matériel de sport coûteux ou des vêtements à la mode. Mes cadeaux étaient pratiques, des chaussettes, des livres éducatifs, ou des composants informatiques que j'avais spécifiquement demandés avec des numéros de modèles détaillés, qu'il se trompait souvent à choisir. Quand j'ai ouvert un ordinateur portable reconditionné une année, alors qu'Ethan recevait une moto tout-terrain neuve, ma mère l'a justifié en disant « Tu es pragmatique, Eden. Nous savions que tu apprécierais quelque chose d'utile plus que quelque chose de tape à accent grave l'œil. » Les réunions de famille amplifiaient cette disparité. Les proches demandaient à Ethan des nouvelles de sa dernière action décisive, tandis que j'étais assis en silence. Quand j'essayais de partager la nouvelle de ma victoire à un concours régional de programmation, ma tante Barbara souriait poliment avant de se tourner vers Ethan pour lui parler des recruteurs universitaires. Mon père rayonnait de fierté en présentant Ethan à ses collègues, tandis que j'étais souvent une pensée après coup. Et voici notre fils aîné, Eden. Il est doué en informatique. Malgré ce favoritisme évident, j'ai canalisé mon énergie dans mes études. J'ai maintenu une moyenne parfaite tout au long du lycée, j'ai obtenu 1500 à mes SATS et j'ai remporté le concours d'informatique de l'État 2 années de suite. Tandis qu'Ethan luttait pour maintenir une moyenne passable, j'ai été accepté dans l'un des meilleurs programmes d'informatique du pays avec une bourse au mérite partiel. Le soir où j'ai reçu ma lettre d'acceptation, je me suis précipité en bas, les mains tremblantes d'excitation. Mes parents regardaient la télévision dans le salon. J'ai été accepté, ai-je annoncé en brandissant la lettre. Acceptation complète avec une bourse au mérite de $15 000. Ma mère a brièvement levé les yeux. C'est bien, chérie. Nous savions que tu y arriverais. Mon père a hoché la tête. Bon travail. Assure-toi de te renseigner sur les options de travail-études. Le même soir, quand Ethan a fait irruption, annonçant qu'on lui avait offert une bourse partielle de baseball dans une université d'État à la réputation académique médiocre, mes parents ont bondi sur leurs pieds. Ma mère l'a serré fort dans ses bras, les larmes aux yeux, tandis que mon père lui tapait dans le dos, déclarant à plusieurs reprises que nous devions fêter ça. Ils ont commandé des pizzas,
appelé les grands-parents et ouvert une bouteille de champagne qu'il gardait pour une occasion spéciale. Je me suis retiré dans ma chambre, la lettre d'acceptation toujours à la main, le contraste ne m'ayant pas échappé. Mais je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'allais créer ma propre histoire de réussite, avec ou sans leur enthousiasme. Je ne savais pas à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve, littéralement. Mon premier semestre à l'université, c'était comme respirer de l'air frais après des années d'étouffement. Pour une fois, j'étais entouré de gens qui parlaient ma langue, au propre comme au figuré. Mon colocataire, Jackson, était un brillant étudiant en mathématiques qui appréciait les discussions nocturnes sur l'efficacité des algorithmes. Mes professeurs reconnaissaient mes capacités et me mettaient au défi en conséquence. Pour la première fois, je me sentais vraiment vu. J'avais commencé l'université avec un optimisme prudent concernant ma situation financière. Ma bourse couvrait environ 60% de mes frais de scolarité, et j'avais économisé près de $8 000 grâce à mon entreprise de réparation d'ordinateurs au lycée. Mes parents avaient vaguement promis de m'aider là où ils le pouvaient, bien qu'ils ne se soient jamais engagés sur des montants ou des dépenses spécifiques. Nous ne roulons pas sur l'or, Eden, m'avait rappelé mon père le jour de mon emménagement, alors que nous passions devant des familles déchargeant des meubles coûteux et des ordinateurs portables neufs. Tu devras être économe. C'était ton choix. J'avais accepté leurs limites et budgétisé soigneusement. Mon appartement se trouvait à 20 minutes à pied du campus, assez loin pour être abordable, mais assez proche pour être pratique. Je le partageais avec 2 autres étudiants pour réduire les coûts. Je mangeais simplement, travaillais les week-ends au service d'assistance informatique du campus et évitais les sorties sociales coûteuses qui vidaient les comptes en banque de beaucoup de mes camarades. Tout a changé pendant mon 3e semestre. L'université a annoncé des coupes budgétaires en raison de pertes de dotation, et ma bourse a été réduite de 30%. Cela représentait $4 000 supplémentaires par semestre que je n'avais pas prévu. J'avais déjà épuisé la plupart de mes économies pour couvrir les livres, les fournitures et les frais de subsistance. Après avoir fixé mon compte en banque pendant des heures, calculant et recalculant les scénarios possibles, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé à la maison. C'était un dimanche soir et je savais que mes 2 parents seraient là. « Salut, maman », commençai-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai un petit problème avec ma bourse. J'ai expliqué les coupes et ma situation financière difficile. J'ai examiné toutes les options, ai-je continué. J'ai postulé à des bourses supplémentaires et pris plus d'heures au travail, mais je suis toujours à court. J'aurais besoin d'environ $600 par mois pour le loyer jusqu'à ce que je trouve une meilleure solution. Est-ce que papa et toi pourriez m'aider? Juste temporairement. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré inconfortablement avant que ma mère ne réponde. « Oh, Eden, ça tombe vraiment mal. Ton père et moi sommes vraiment à court en ce moment. Le toit avait besoin de réparation et nous avons dû aider ta grand-mère avec ses frais de médicaments. » Mon père a pris le téléphone. « Fils, nous n'avons tout simplement pas d'argent qui traîne. Tu es intelligent. Tu trouveras une solution. Peut-être prendre un semestre de pause pour travailler à plein temps ou trouver un endroit moins cher. » J'ai terminé l'appel en me sentant vide. Prendre un semestre de pause signifierait perdre le reste de ma bourse et peut-être ma place dans le programme compétitif. Déménager dans un endroit moins cher en milieu de semestre nécessiterait de rompre mon bail, de payer des pénalités que je ne pouvais pas me permettre, et probablement de m'éloigner beaucoup plus du campus. Ce qui a suivi furent les mois les plus durs de ma vie. J'ai pris un 2e emploi à remplir les étagères d'une épicerie de 22h à 2h du matin, puis un 3e à livrer des journaux avant l'aube. Je dormais par tranches fragmentées de 3 heures entre le travail, les cours et les devoirs. Je survivais avec des nouilles ramen, l'option calorique la moins chère disponible, complétée par du café gratuit du laboratoire informatique. Je marchais partout pour économiser le prix du bus, même dans la neige glaciale de janvier, parce que chaque dollar comptait. Mon appartement était perpétuellement froid car je maintenais le thermostat à 12 degrés Celsius pour minimiser les factures. J'étudiais enveloppé dans toutes les couvertures que je possédais, portant des gants dont j'avais coupé le bout des doigts pour pouvoir encore taper. Une semaine particulièrement brutale, j'ai tellement rationné ma nourriture que j'ai eu des vertiges pendant un laboratoire de programmation. Le professeur Winters l'a remarqué et m'a discrètement apporté un sandwich du salon des professeurs. « Vous êtes l'un de mes étudiants les plus prometteurs, Eden, dit-elle doucement. Mais vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Est-ce que tout va bien? » Je lui ai donné une version édulcorée de ma situation, trop fier pour révéler l'étendue de mes difficultés.
Elle a écouté attentivement avant de me suggérer de postuler au programme de subvention d'urgence du département. Cette subvention de $500 m'a permis de manger correctement pour le reste du semestre. Malgré tout, j'ai maintenu ma moyenne et j'ai même développé une simple application mobile qui me rapportait quelques centaines de dollars de revenus mensuels. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a créé un petit coussin sur mon compte en banque pour la première fois depuis des mois. Ce Thanksgiving-là, épuisé mais fier de ma résilience, j'ai ramené ma vieille Honda Civic à Boston pour le week-end de fête. La voiture a à peine fait le trajet, le chauffage tombant en panne à 2 heures de route, m'obligeant à m'arrêter toutes les heures pour me réchauffer les mains au micro-ondes des stations-service. Je suis arrivé à la maison pour trouver une Ford Mustang neuve et rutilante dans notre allée. Mon frère est sorti de la maison alors que je sortais mon sac de sport de mon coffre. « Tu aimes ?» a souri Ethan, en montrant la voiture. Cadeau de fin d'études anticipées de papa et maman. Ils ont eu une super affaire grâce à l'ami de papa chez le concessionnaire. J'ai fixé le véhicule, sa peinture métallisée reflétant le soleil de l'après-midi, essayant de comprendre comment mes parents pouvaient se permettre une voiture de $30 000 tout en prétendant qu'ils ne pouvaient pas se passer de $600 par mois pour moi. Quelque chose s'est fissuré en moi, mais j'ai forcé un sourire et félicité mon frère. Ce n'était pas de sa faute si nos parents avaient des normes si différentes pour leur fils. Ce week-end-là, j'ai remarqué d'autres signes de confort financier qui contredisaient les affirmations de mes parents d'être à court d'argent. De nouveaux meubles dans le salon, la nouvelle tablette de ma mère, des clubs de golf appuyés dans un coin du garage. Chaque observation était une autre petite coupure à ma confiance déjà blessée. Lors de ma dernière année, j'avais atteint une stabilité fragile. Mon application générait suffisamment de revenus pour couvrir les besoins de base, et j'avais obtenu un stage prestigieux bien rémunéré qui promettait d'excellentes références pour de futures recherches d'emploi. J'étais épuisé, mais je gérais, et la ligne d'arrivée était enfin en vue. J'avais largement accepté l'incapacité ou le refus de mes parents de m'aider financièrement, le classant comme une réalité douloureuse, mais que je ne pouvais pas changer. Les vacances de Noël sont arrivées avec une forte tempête de neige qui a failli m'empêcher de rentrer. La pensée n'était pas entièrement importune. Une partie de moi aurait préféré rester dans mon appartement accoudé dans une solitude paisible plutôt que de naviguer dans le champ de mine émotionnel des réunions de famille. Mais une partie têtue de moi aspirait encore à cette expérience normale de Noël en famille, espérait encore une connexion authentique avec les personnes qui m'avaient élevé. La maison était parée de décorations de fête quand je suis arrivé, un feu crépitait dans la cheminée et l'odeur des biscuits au sucre de ma mère emplissait l'air. Ethan était arrivé la veille, ayant abandonné l'université après 3 années infructueuses malgré sa bourse. Il se cherchait, ce qui semblait impliquer de dormir jusqu'à midi et de jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Mes parents semblaient accepter cette phase avec une indulgence patiente. Ma première nuit à la maison, je me suis réveillé vers minuit, assoiffé après le long trajet. En m'approchant de la cuisine, j'ai entendu les voix de mes parents en pleine discussion animée. Je me suis arrêté dans le couloir, n'ayant pas l'intention d'écouter aux portes jusqu'à ce que j'entende mon nom. « Nous ne pouvons pas dire ça à Eden », disait ma mère. « Tu sais comment il est avec l'argent, toujours à compter chaque centime. Il ne comprendrait jamais. »« Je n'aime pas lui cacher des choses », a répondu mon père. « Mais tu as raison. Il a toujours été si indépendant, si responsable. Ethan a plus besoin de cette aide qu'Eden n'en a jamais eu besoin. 22 000 $, Richard. C'est une fortune. Si nous n'avions pas pris cette ligne de crédit sur la maison. Je me suis figé, mon corps soudainement froid malgré la chaleur de la maison. Les sociétés de cartes de crédit menaçaient d'intenter une action en justice, Margaret. Quel choix avions-nous? Ethan a fait des erreurs, mais il mérite un nouveau départ. Le conseiller financier a dit que l'effacement de sa dette était la seule solution. Je sais. J'espère juste que nous avons bien fait. Je me suis retiré silencieusement dans ma chambre, ma soif oubliée alors qu'une autre sorte de faim me consumait, le besoin de réponse, de justification, d'une explication qui pourrait donner un sens à cette révélation. 22 000 $. La somme résonnait dans mon esprit alors que je restais éveillé. 22 000 $ auraient couvert mon loyer pendant 3 ans. Cela aurait empêché d'innombrables nuits de faim, de froid et d'épuisement. Cela m'aurait permis de me concentrer sur mes études au lieu de travailler jusqu'à ce que mon corps lâche. Et mes parents l'avaient depuis le début. Ou du moins, ils y avaient accès via leur crédit immobilier. Le lendemain matin, je me suis assis à la table du petit déjeuner, observant ma famille avec un nouveau regard.
Ma mère s'affairait à faire des pancakes, les préférés d'Ethan. Mon père lisait le journal, commentant occasionnellement les gros titres. Ethan faisait défiler son téléphone en bâillant de façon dramatique. C'était une scène de normalité domestique qui ressemblait maintenant à une façade élaborée. J'ai attendu que nous soyons tous assis, la nourriture servie, avant de parler. J'ai entendu quelque chose d'intéressant la nuit dernière, commençais-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Quelque chose à propos de 22 000 $. Le silence s'est fait dans la cuisine. Le journal de mon père s'est abaissé lentement. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Ethan avait l'air confus, regardant tour à tour nos parents. « Tu n'étais pas censé entendre ça », a finalement dit mon père. « Clairement pas, mais je l'ai entendu. Vous avez remboursé la dette de carte de crédit d'Ethan. Pour une valeur de 22 000 $. L'expression de ma mère s'est légèrement durcie. « Eden, tu ne comprends pas toute la situation. Ton frère a fait quelques erreurs, mais il a besoin d'un nouveau départ. » La dette l'écrasait. L'écrasait, ai-je répété. Pendant que je comptais littéralement mes centimes pour des ramen. Pendant que j'avais 3 emplois et que j'arrivais à peine à payer mon loyer. Pendant que je marchais des kilomètres dans la neige parce que je ne pouvais pas me permettre le bus. C'est différent, a objecté mon père. Tu as toujours été responsable. Tu t'es toujours débrouillé. Donc, je suis puni pour être responsable. Ethan accumule une dette massive sur des achats futiles, et il obtient une ardoise propre. Ma mère a tendu la main sur la table. Chérie, tu es le plus intelligent. Tu as toujours été autonome. Nous savions que tu t'en sortirais. M'en sortir? Ma voix s'est brisée. J'ai failli abandonner parce que je ne pouvais pas me permettre de vivre. J'ai eu faim, froid, j'ai été épuisé pendant des années pendant que vous renflouiez Ethan. Et vous avez eu l'audace de me dire que vous étiez à court d'argent quand j'ai demandé 600 $ par mois. 6 cents $. Ethan s'est agité, mal à l'aise. Mec, je ne savais pas que tu galérais autant. Bien sûr que non. Personne dans cette famille n'a jamais pris la peine de demander. J'ai repoussé ma chaise. Je n'ai plus faim. Le reste des vacances de Noël fut tendu et guindé. Mes parents ont tenté de faibles justifications qui n'ont fait qu'approfondir mon sentiment de trahison. Nous pensions que tu refuserais l'aide de toute façon. Tu sembles t'en sortir. Ton frère n'est pas aussi capable que toi. Chaque excuse était un nouveau coup de poignard. Le point de rupture est survenu 3 jours avant mon retour au campus. Nous regardions la télévision dans un silence tendu quand Ethan a mentionné nonchalamment ses projets pour les vacances de printemps. Papa et maman m'aident à réserver ce voyage en Europe dont on a parlé, a-t-il dit en faisant défiler son téléphone. Paris, Rome, Barcelone. Ça va être épique. J'ai regardé mes parents, qui ont eu la décence de paraître mal à l'aise, mais ne l'ont pas contredit. Quelque chose de définitif s'est brisé en moi. Je me suis levé sans un mot et je suis monté faire mes bagages. En jetant des vêtements dans mon sac de sport, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je finirais mon diplôme en ne comptant sur personne d'autre que moi-même, puis je disparaîtrais de leur vie aussi complètement qu'ils avaient disparu de la mienne quand j'avais le plus besoin d'eux. Je suis parti avant l'aube le lendemain matin, ne laissant qu'un bref mot, je rentre plus tôt. Je dois me préparer pour le dernier semestre. Le trajet de retour au campus fut 18 heures d'une résolution qui se cristallisait. Chaque kilomètre mettait de la distance entre moi et la famille qui m'avait si complètement trahi. De retour sur le campus avec une clarté nouvelle, j'ai canalisé ma blessure et ma colère dans une planification stratégique. Mon dernier semestre serait crucial, non seulement sur le plan académique, mais comme fondement de mon indépendance totale. J'avais besoin d'un emploi qui me soutiendrait immédiatement après l'obtention de mon diplôme, un emploi qui ne me lierait pas à un lieu spécifique ou ne me rendrait pas facilement repérable. J'ai concentré ma recherche d'emploi exclusivement sur les postes à distance dans des startups technologiques. Ces entreprises valorisaient les compétences plutôt que les diplômes et offraient une flexibilité que les entreprises traditionnelles ne pouvaient égaler. J'ai mis à jour mon portfolio avec des projets que j'avais réalisés pendant des nuits blanches, peaufiné mon CV et préparé des questions d'entretien entre les cours. Après 17 candidatures et 12 entretiens, j'ai reçu une offre d'une start-up prometteuse de San Francisco développant des outils d'analyse de données. Le salaire était modeste pour les normes de la tech, mais plus que suffisant pour mes besoins, et surtout, il était entièrement à distance. J'ai accepté immédiatement,
négociant une date de début 2 semaines après l'obtention de mon diplôme. Je n'ai parlé de mes projets à personne, ni à mes colocataires, ni à mes professeurs, ni aux quelques amis que je m'étais fait pendant mes études. Je savais que maintenir des liens signifiait des fuites potentielles d'informations vers ma famille. Une rupture complète exigeait un secret total. Ma cérémonie de remise des diplômes est arrivée par un matin de mai ensoleillé. L'auditorium était rempli de familles fières applaudissant leurs enfants qui traversaient la scène. Ma rangée était particulièrement enthousiaste, les parents se levant et sifflant à chaque nom appelé. Quand Eden Sullivan a résonné dans les haut-parleurs, le public a applaudi poliment, la reconnaissance générique accordée aux étudiants dont les familles n'étaient pas présentes. Je n'avais pas invité mes parents, je ne leur avais même pas dit la date. En acceptant mon diplôme, j'ai brièvement balayé la foule du regard, m'attendant à moitié à les voir malgré mon silence. Ils n'étaient pas là, confirmant ce que je savais déjà. La rupture était mutuelle. Après la cérémonie, je suis retourné à mon appartement pour la dernière fois. J'avais déjà trié mes biens en 3 catégories, les nécessités à garder, les articles à vendre et les choses à donner. Ma vie tenait dans 4 cartons et 2 valises. Une existence minimaliste née de la nécessité et maintenant adoptée par choix. J'ai effectué mon dernier paiement de loyer, nettoyé méticuleusement l'appartement pour m'assurer du retour de ma caution, et j'ai tout chargé dans ma voiture. Avant de quitter la ville, j'ai complété ma disparition numérique, j'ai changé de numéro de téléphone, créé une nouvelle adresse email qui ne ressemblait en rien à la précédente et désactivé tous mes comptes de réseaux sociaux. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une chaîne nationale, transférant mes modestes économies et fermant mon compte de la région universitaire. Ma destination était Pittsburgh, en Pennsylvanie, une ville qui se réinventait en tant que pôle technologique avec un coût de la vie assez bas pour étirer mon salaire de débutant. J'avais soigneusement étudié les quartiers, choisissant un petit mais sécurisé appartement dans une usine reconvertie. Les briques apparentes et les fenêtres industrielles correspondaient à mon esthétique pratique, et le système d'entrée sécurisé de l'immeuble m'apportait une tranquillité d'esprit. Ces premiers mois d'isolement auto-imposé furent parmi les plus difficiles et les plus productifs de ma vie. Je travaillais mes heures régulières pour la start-up, prouvant rapidement ma valeur en résolvant des bugs persistants et en optimisant des systèmes qui avaient posé des problèmes à des développeurs plus expérimentés. Les soirs et les week-ends étaient consacrés à mon propre projet, un logiciel propriétaire conçu pour automatiser l'analyse de contenu pour les équipes marketing. Le contact humain était rare. Je parlais avec mes collègues via Slack et des appels vidéo occasionnels, mais je maintenais une distance professionnelle. Mes voisins hochaient la tête dans les couloirs, mais respectaient l'intimité qui semblait émaner de moi comme un champ de force. Je mangeais seul, travaillais seul, dormais seul, construisant une forteresse de solitude qui me protégeait de nouvelles blessures mais empêchait aussi la guérison. 3 mois après ma disparition, ma mère a tenté de me contacter. D'une manière ou d'une autre, elle avait obtenu mon email professionnel, probablement via le bureau des anciens élèves de l'université. Son message était bref: Eden, nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis ton départ. S'il te plaît, fais-nous savoir que tu vas bien. Bise, maman. Je l'ai fixé pendant 20 minutes avant de l'archiver sans répondre. Le mot « bise » me semblait une langue étrangère que je ne comprenais plus. Au fur et à mesure que ma première année d'exil auto-imposé avançait, ma situation financière s'est améliorée de manière constante. Je vivais frugalement par habitude, investissant la majeure partie de mes revenus dans des outils de développement pour mon projet parallèle. Mon compte en banque a d'abord atteint 5 chiffres, puis s'est approché de 6, un coussin de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. Progressivement, j'ai autorisé quelques connexions sélectives. Un collègue nommé Marcus m'a invité à un hackathon de week-end, et quelque chose dans sa manière directe a brisé mes défenses. Nous sommes devenus des amis timides, nous retrouvant occasionnellement pour un café pour discuter de défis de codage ou des tendances de l'industrie. Grâce à lui, j'ai rencontré Teresa, une brillante designer d'interface utilisateur dont la perspective complétait mon orientation technique. Ces petites ouvertures dans mon armure émotionnelle ont coïncidé avec ma première prise de conscience que l'isolement avait eu un coup psychologique. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant d'une anxiété indéfinie. Des souvenirs de vacances en famille m'assaillaient dans les supermarchés ou les laveries, me laissant momentanément paralysé. Après une semaine d'insomnie particulièrement mauvaise, j'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans la rupture familiale. Le docteur Catherine Chen ne m'a jamais poussé à me réconcilier avec ma famille ou à pardonner avant d'être prêt. Au lieu de cela, elle m'a aidé à démêler le réseau complexe d'amour, de trahison,
de colère et de deuil qui définissaient ma relation avec mes parents et mon frère. La guérison ne nécessite pas la reconnexion, m'a-t-elle dit lors d'une séance cruciale. Mais elle nécessite de renouer avec les parties de vous-même qui ont été endommagées par leurs actions. Au cours de ma 2e année d'indépendance, mon projet parallèle avait évolué pour devenir un produit viable. J'ai déposé des brevets, créé une petite entreprise et commencé à approcher des clients potentiels. Ma première vente, à une agence de marketing de taille moyenne à Chicago, a validé à la fois ma vision technique et mon modèle économique. Les 2e et 3e ventes ont suivi rapidement, créant suffisamment de revenus pour que j'envisage de quitter mon emploi stable. J'ai soumis ma démission avec des émotions mitigées. La start-up avait été ma bouée de sauvetage quand j'en avais le plus besoin, mais ma création exigeait toute mon attention. Mon superviseur a essayé de me retenir avec des promesses de promotion et de part dans l'entreprise, mais ma décision était prise. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement autonome, ne rendant de compte à personne. Ce soir-là, assis dans mon appartement, entouré de la douce lueur des écrans d'ordinateur, je me suis accordé un moment de fierté. De l'étudiant désespéré comptant ses centimes pour des ramen, je m'étais transformé en chef d'entreprise avec un succès croissant et un potentiel illimité. La forteresse que j'avais construite pour me protéger devenait une rampe de lancement. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, avec ma première entreprise générant des revenus stables, j'ai pris la décision d'étendre mes opérations. Mon logiciel d'analyse de contenu avait trouvé sa niche sur le marché, attirant des clients allant des petites agences de marketing aux multinationales. Travailler depuis mon appartement de Pittsburgh m'avait bien servi pendant la phase de démarrage, mais pour vraiment passer à l'échelle supérieure, j'avais besoin d'un vrai bureau et d'une équipe. Chicago est devenue ma nouvelle base, située au centre du pays, avec un écosystème technologique robuste et plus abordable que les pôles côtiers. J'ai loué un modeste espace de bureau dans le West Loop, un quartier en pleine transformation, passant de friche industrielle à district d'innovation. Avec une planification minutieuse et des entretiens rigoureux, j'ai assemblé une équipe de base de 8 développeurs, designers et spécialistes des ventes qui partageaient ma vision de l'optimisation de contenu basé sur les données. L'entreprise, que j'ai nommée Clearview Analytics, a grandi plus vite que même mes projections les plus optimistes. Notre liste de clients est passée de 20 à plus de 100 en 18 mois. Mon bagage technique, combiné à un talent inattendu pour le développement stratégique des affaires, a créé une base solide. À la fin de notre 2e année à Chicago, nous étions passés à 50 employés et avions déménagé dans des bureaux plus grands surplombant la rivière Chicago. Notre percée est survenue lorsque Nestream, un grand conglomérat de médias numériques, nous a approchés pour une acquisition. Leur offre était généreuse, 8 chiffres plus des stock options, mais incluait des conditions qui m'auraient obligé à céder le contrôle. Au lieu d'accepter purement et simplement, j'ai négocié une acquisition partielle qui permettait à Netstream de licencier notre technologie tout en conservant la majorité des parts et le contrôle opérationnel. Cet arrangement hybride a fourni un apport de capitaux sans sacrifier l'autonomie. Avec ces nouvelles ressources, j'ai lancé ma 2e entreprise, une plateforme de sécurité cloud appelée Fortress Protocol. La cybersécurité m'avait toujours fasciné, et mon analyse des tendances du marché suggérait une demande croissante pour des solutions protégeant les données des clients sans sacrifier les performances. J'ai embauché des spécialistes de grandes entreprises de sécurité, leur offrant des participations qui alignaient leurs intérêts sur le succès de l'entreprise. Fortress Protocol a décroché son premier grand client, un système de santé aux exigences de confidentialité strictes, 6 mois après son lancement. D'autres ont suivi à mesure que notre réputation de sécurité et d'efficacité système se répandait dans les cercles de l'industrie. Nous avons formé des partenariats stratégiques avec de plus grandes entreprises technologiques, devenant leur solution de sécurité préférée pour les implémentations sensibles. Mon profil personnel est resté intentionnellement discret pendant cette période d'expansion. J'ai décliné les invitations à prendre la parole, évité les événements de réseautage de l'industrie lorsque c'était possible, et délégué les interactions avec les médias à notre directeur de la communication. Lorsque le magazine Technology Innovator a demandé une interview pour leur rubrique des fondateurs à suivre, j'ai accepté uniquement à la condition qu'ils n'utilisent que mon prénom et aucune photo. L'article qui en a résulté me décrivait comme « l'énigmatique Eden, dont le génie n'a d'égal que sa discrétion ». Cet anonymat partiel servait des objectifs personnels et professionnels. Il me protégeait d'un contact familial potentiel tout en créant une aura de mystère qui, ironiquement, augmentait l'intérêt pour mes entreprises. Les investisseurs et partenaires potentiels étaient intrigués par le fondateur qui laissait son travail parler de lui-même plutôt que de chercher les feux de la rampe.
Ma richesse personnelle a augmenté de façon exponentielle à mesure que les deux entreprises prospéraient. J'ai acheté un condominium Penthouse dans le quartier de Gold Coast à Chicago, un sanctuaire de verre et d'acier avec une vue panoramique sur le lac. L'espace était minimaliste mais luxueux, doté d'une technologie domotique que j'avais personnalisée moi-même et d'un bureau qui rivalisait avec la plupart des sièges sociaux d'entreprise. Malgré mon succès financier, je vivais relativement modestement par rapport à d'autres entrepreneurs de la tech de mon niveau. Je conduisais un véhicule électrique haut de gamme, mais pas une voiture de sport ostentatoire. Je dînais dans d'excellents restaurants, mais j'évitais les établissements en vogue fréquentés par ceux qui cherchent à se faire remarquer. Mes quelques indulgences étaient technologiques, les derniers outils de développement, des ordinateurs sur mesure et des appareils prototypes de sociétés technologiques émergentes. 5 ans après l'obtention de mon diplôme et ma disparition, je m'étais transformé d'étudiant en difficulté en multimillionnaire. Je détenais des participations dans des dizaines d'entreprises à travers le pays, ayant élargi mon portefeuille d'investissement pour inclure des startups prometteuses dans des domaines allant de la biotechnologie à l'énergie durable. Ma société holding, Sullivan Innovation, était devenue un nom respecté dans les cercles du capital risque, connu pour sa diligence raisonnable approfondie et ses conditions favorables aux fondateurs. Tout au long de cette période de croissance extraordinaire, j'ai maintenu ma forteresse numérique. Mes informations publiques se limitaient à ce qui était légalement requis pour les opérations commerciales. J'utilisais différentes adresses e-mail à des fins différentes, changeais régulièrement de numéro de téléphone et employais un service de courrier privé pour gérer la correspondance. Je n'avais aucune présence active sur les réseaux sociaux sous mon vrai nom et utilisais des plateformes de messagerie sécurisées pour toutes les communications sensibles. Cette barrière soigneusement construite entre mon succès présent et mes blessures passées est restée intacte jusqu'à ce qu'une opportunité d'affaires se présente, qui allait en tester les fondations. Une entreprise de services informatiques de taille moyenne basée dans ma ville natale de Boston était en difficulté financière malgré des offres techniques solides. Sa liste de clients comprenait plusieurs administrations municipales et établissements d'enseignement, des contrats stables qui pourraient fournir des revenus récurrents avec une bonne gestion. La plupart des groupes d'investissement auraient restructuré l'entreprise, réduisant agressivement le personnel et les services pour améliorer la rentabilité à court terme. J'ai vu une autre voie, une qui honorait l'héritage de 30 ans de l'entreprise tout en modernisant ses opérations et en élargissant ses capacités. J'ai fait une offre par l'intermédiaire de Sullivan Innovation, en maintenant délibérément le nom de l'entreprise existante, Bradford Technology Services, et en conservant la plupart du personnel. L'acquisition s'est conclue discrètement, avec une publicité minimale au-delà des divulgations financières requises. J'ai installé un lieutenant de confiance comme directeur sur place tout en surveillant les opérations à distance. Pendant 8 mois, cet arrangement a fonctionné parfaitement, les performances de Bradford s'améliorant régulièrement sous la nouvelle direction. Puis est venue l'évaluation trimestrielle qui nécessiterait ma présence personnelle. En réservant mon vol pour Boston, j'ai ressenti une oppression inhabituelle dans ma poitrine, une anxiété à l'idée de retourner dans la ville où ma famille vivait encore, toujours inconsciente du succès que j'avais bâti à partir de leur rejet. L'immeuble de Bradford Technology Services se trouvait à la périphérie du quartier financier de Boston, une modeste structure de 12 étages avec un hall d'entrée récemment rénové. Je suis arrivé en avance pour mes réunions prévues, voulant observer les opérations sans le formalisme d'une visite annoncée. Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui reflétait ma position mais n'attirait pas une attention excessive, je suis entré par les portes principales plutôt que par l'entrée de la direction. La réception était lumineuse et professionnelle, avec le logo bleu et argent de l'entreprise bien en évidence derrière un bureau incurvé. 2 réceptionnistes géraient un flux constant de visiteurs et d'appels. Je me suis tenu en retrait, observant l'efficacité de leur travail et l'atmosphère générale. Les employés se saluaient respectueusement en passant les tourniquets de sécurité, suggérant une culture collégiale que j'étais heureux de voir avait survécu à l'acquisition. Alors que j'attendais un moment opportun pour approcher le bureau d'accueil, les portes principales se sont de nouveau ouvertes. Un homme aux cheveux gris, au début de la soixantaine, est entré, sa posture légèrement voûtée, mais toujours reconnaissable. Mon père. Le temps a semblé ralentir alors que mon cerveau traitait cette coïncidence impossible. Il avait considérablement vieilli au cours des 5 années depuis notre dernière rencontre. Des rides profondes encadraient sa bouche et ses yeux, et ses cheveux autrefois foncés étaient maintenant presque entièrement argentés. Il portait un costume qui lui avait bien allé, mais qui flottait maintenant légèrement sur sa silhouette. Je me suis caché derrière un pilier décoratif, le cœur battant, alors que je le regardais s'approcher du bureau d'accueil. Un instinct primitif m'a poussé à fuir,
à préserver la séparation soigneusement construite entre mon passé et mon présent. Mais une impulsion plus forte m'a maintenu en place, le besoin de comprendre pourquoi il était là, dans cet immeuble, ce matin-là. « Bonjour », dit-il à la plus jeune réceptionniste. « J'espère que vous pourrez m'aider. »« Bien sûr, monsieur. »« Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Sa voix était professionnellement agréable. « Je cherche des informations sur quelqu'un qui pourrait travailler ici. Mon fils, Eden Sullivan. J'essaie de le localiser depuis un certain temps. » L'expression de la réceptionniste est restée neutre. « Laissez-moi vérifier notre annuaire, monsieur. »« Sullivan, avez-vous dit ?»« Oui, Eden Sullivan. Il aurait environ 28 ans maintenant. Formation en informatique. » Elle a tapé brièvement sur son clavier. « Je ne vois personne de ce nom dans notre base de données d'employés actuels. Laissez-moi vérifier auprès des ressources humaines pour être certaine. Puis-je vous demander votre nom, monsieur ? » Richard Sullivan. Je suis son père. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro interne. Salut, Melissa. J'ai un monsieur à la réception qui cherche un employé nommé Eden Sullivan. Oui, j'ai vérifié l'annuaire principal. Son père, Richard Sullivan. Oui, je patiente. Pendant que la réceptionniste attendait, j'ai pris ma décision. 5 ans de silence avaient créé une barrière qui semblait impénétrable. Mais voir mon père, plus âgé, plus petit, a réveillé quelque chose d'inattendu. Pas le pardon, pas encore, mais la curiosité. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Je me suis avancé, sortant de derrière le pilier. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit à la réceptionniste, qui a levé les yeux, surprise. Je peux m'en occuper. Mon père s'est retourné au son de ma voix, son expression passant de la confusion au choc alors que la reconnaissance se faisait jour. Eden. Sa voix se cassa légèrement. C'est vraiment toi. Nous nous sommes fait face dans le hall où aucun de nous ne s'attendait à se rencontrer. J'étais parfaitement conscient de tout ce qui avait changé. Pas seulement son vieillissement, mais ma transformation. Je me tenais plus droit maintenant, je me déplaçais avec l'assurance du succès plutôt qu'avec la posture défensive de quelqu'un qui s'attend à être déçu. Bonjour, papa, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. C'est inattendu. Il sembla incapable de formuler des mots pendant un moment, ses yeux examinant mon apparence, la qualité de mon costume, mon attitude posée. Je te cherchais, a-t-il finalement réussi à dire. Depuis des années. Tu as simplement disparu. C'est exact, ai-je reconnu. C'était intentionnel. La réceptionniste observait notre échange avec une discrétion professionnelle, mais une curiosité évidente. Souhaitez-vous utiliser l'une des salles de conférence, monsieur Sullivan, demanda-t-elle, s'adressant clairement à moi plutôt qu'à mon père. Les yeux de mon père s'écarquillèrent légèrement à cette déférence. Ce serait utile, Janice. Merci. J'ai fait un geste vers une petite salle de réunion près du hall. Allons-y, mon père m'a suivi sans un mot dans la salle. Une fois la porte fermée derrière nous, il sembla se dégonfler légèrement, s'affaissant dans l'une des chaises autour de la table polie. Je t'ai trouvé grâce à ce magazine de technologie, dit-il sans préambule. L'article n'utilisait que ton prénom, mais il y avait une mention de ton université et de ton année de diplôme. Je suis sur des pistes depuis. Je suis resté debout, maintenant la subtile dynamique de pouvoir. Et maintenant, tu m'as trouvé. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Il l'a déclaré comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Parce que ta mère pleure à ton anniversaire chaque année. Parce qu'Ethan demande constamment de tes nouvelles. J'ai haussé un sourcil à cette dernière affirmation. Vraiment? Le frère qui n'a jamais remarqué que je galérais? Qui prenait et prenait pendant que je me privais? Il le sait maintenant. Nous le savons tous. Mon père a passé une main dans ses cheveux clairsemés. La vie d'Ethan s'est effondrée après ton départ. La voiture a été saisie. Il n'arrivait pas à garder un emploi. L'argent que nous lui avons donné, ça n'a pas aidé au final. Ça n'a fait que retarder l'inévitable. Et c'est censé me faire sentir mieux, ai-je demandé doucement. Non. C'est juste la vérité. Il a levé les yeux vers moi. Tu as l'air de bien t'en sortir. Très bien. Je me suis permis un petit sourire crispé. C'est le cas.
Sans aucune aide de votre part. Mon père a jeté un coup d'œil à la salle de conférence, à son mobilier et à sa technologie coûteuse, suggérant un succès d'entreprise. Alors tu travailles ici. Tu as bien réussi dans l'informatique. Le moment était venu. La révélation que je n'avais jamais planifiée, mais qui semblait maintenant inévitable. Je ne travaille pas ici, papa. Je possède cette entreprise, ainsi que plusieurs autres. La couleur a quitté son visage. Tu possèdes Bradford Technologies? Mais ils existent depuis des décennies. Je l'ai acquise il y a 8 mois. C'est l'une des plus petites entreprises de mon portefeuille. Il me fixa, traitant visiblement cette information. Mon Dieu, Eden. Comment est-ce possible? Tu n'as que 28 ans. 28 ans et 5 années passées à travailler à chaque heure de veille. 5 ans à construire quelque chose sans rien attendre de personne. Je me suis finalement assis en face de lui. 5 ans d'autonomie complète, la compétence que maman et toi m'avez involontairement apprise lorsque vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être soutenu. Mon père a tressailli. Nous avons fait des erreurs terribles que nous avons regrettées chaque jour depuis ton départ. Le regret ne change pas le passé, ai-je dit. Il n'efface pas les nuits où j'ai eu faim ou les hivers que j'ai passés dans le froid. Il n'annule pas le favoritisme ou les mensonges sur le fait d'être à court d'argent pendant que vous trouviez 22 000 $ pour Ethan. Non, en effet, a-t-il convenu, sa voix à peine audible. Rien ne peut changer ça. Mais la famille reste la famille, Eden. Nous voulons nous racheter. Nous te voulons de retour dans nos vies. Je l'ai étudié un long moment, notant le tremblement de ses mains, la douleur sincère dans ses yeux. Une partie de moi, l'étudiant blessé qui avait été abandonné quand il avait le plus besoin d'aide, voulait le renvoyer froidement, le faire escorter hors du bâtiment par la sécurité. Ce serait une symétrie appropriée au rejet que j'avais subi. Mais l'homme que j'étais devenu a reconnu qu'une telle action ne ferait que perpétuer le cycle de la douleur. Cela ne guérirait rien, ni pour lui et certainement pas pour moi. Je dois me rendre à mes réunions, ai-je finalement dit. Je suis ici pour examiner les opérations trimestrielles. L'espoir a brièvement scintillé dans ses yeux. Pourrions-nous parler plus tard? Peut-être dîner. Ta mère. Pas aujourd'hui, les jeux interrompus. Je ne suis pas prêt pour ça. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Il a hoché la tête, acceptant cette limite. Puis-je te donner mon numéro? Un moyen de me joindre quand? Si tu es prêt. J'ai hésité, puis j'ai sorti mon téléphone et créé un nouveau contact. Il a récité son numéro, que j'ai noté avait changé depuis la dernière fois que je le connaissais. Alors que nous nous levions pour partir, il a fait un mouvement comme pour m'embrasser, puis s'est arrêté, respectant la barrière invisible entre nous. Tu as l'air bien, fils, dit-il simplement. Réussi, fort. Je suis les deux, ai-je répondu. Je m'en suis assuré. J'ai appelé le chef de la sécurité depuis le téléphone de la salle de conférence et lui ai demandé d'escorter mon père à la sortie. Pendant qu'il partait, j'ai regardé à travers la paroi de verre mon père s'éloigner, les épaules légèrement plus droites qu'à son arrivée, comme si un fardeau avait été un peu allégé. Je suis resté seul dans la salle de conférence, mon évaluation trimestrielle soigneusement planifiée oubliée, alors que j'absorbais le changement sismique qui venait de se produire dans ma vie méticuleusement construite. Dans les semaines qui ont suivi la rencontre inattendue avec mon père, je me suis retrouvé dans un état d'agitation que je n'avais pas connu depuis mes premiers jours d'indépendance. La satisfaction que j'avais initialement ressentie en voyant le choc de mon père face à mon succès, en révélant ma propriété de l'entreprise qu'il avait approchée en suppliant, s'est rapidement estompée, laissant un vide que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Mon assistante de direction a remarqué ma distraction pendant les réunions. Mon équipe de Chicago a commenté mon silence inhabituel lors des visioconférences. Même Marcus, qui était devenu mon ami le plus proche, a remarqué mon changement de comportement lorsque nous nous sommes retrouvés pour notre partie d'échecs hebdomadaire dans mon Penthouse. Tu es ailleurs depuis des semaines, a-t-il observé, capturant mon fou d'un coup précis que j'aurais dû anticiper. Quoi que ce soit, ça affecte ton jeu, et te connaissant, probablement ton sommeil aussi. J'ai partagé les grandes lignes de la rencontre, m'attendant à la validation de ma juste distance que la plupart des amis offrent dans de telles situations. Au lieu de cela, Marcus m'a surpris par sa réponse. 5 ans, c'est long pour porter de la colère, Eden. Je ne dis pas qu'elle n'est pas justifiée, loin de là, mais à un moment donné, tu dois te demander à qui cette colère sert maintenant.
Ces paroles ont résonné dans mon esprit pendant les réveils à 3 heures du matin qui étaient en effet revenus dans mes nuits. À qui servait ma rupture continue? L'empire que j'avais bâti, initialement alimenté par le besoin de prouver ma valeur, était devenu autonome. Mon succès était indéniable, visible sous des formes concrètes, des bilans d'entreprise à la vue de mon Pantouse. Le message était passé, que ma famille le reconnaisse ou non. Lors de ma séance suivante avec le Dr Franklin, qui avait remplacé le Dr Chen lorsque j'ai déménagé à Chicago, j'ai exploré ces sentiments contradictoires. On dirait que vous vous attendiez à ce que la confrontation soit plus satisfaisante qu'elle ne l'a été, a-t-elle observé. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce que rien n'a changé, ai-je répondu après réflexion. Il est toujours le père qui a choisi mon frère plutôt que moi. Je suis toujours le fils qui a dû se débrouiller seul. Tout mon succès ne change pas cette trahison fondamentale. C'est vrai, a-t-elle convenu. Mais peut-être que ce qui doit changer n'est pas le passé, mais la façon dont vous le portez à l'avenir. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée à mon service de courrier privé, manuscrite sur du papier épais, mon nom et l'adresse de ma société holding soigneusement imprimés sur l'enveloppe. Mon père avait trouvé un moyen de me joindre à nouveau. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais je me suis surpris à briser le sceau, extrayant 3 pages densément écrites. Cher Eden, j'ai commencé cette lettre une 12aine de fois depuis que je t'ai vu chez Bradford Technologies. Chaque tentative me semblait inadéquate pour aborder l'ampleur de nos échecs en tant que parents et la profondeur de la blessure que nous avons causée. Laisse-moi commencer par la vérité la plus claire, nous avons eu tort. Fondamentalement, inexcusablement tort dans la façon dont nous t'avons traité par rapport à ton frère. Il n'y a aucune justification qui rende cela acceptable. Aucune explication qui annule le mal. Nous nous sommes raconté des histoires qui semblaient logiques à l'époque, que tu étais autonome, que tu n'avais pas besoin de notre aide comme Ethan, que ton intelligence assurerait ton succès quels que soient les obstacles. C'étaient des fictions confortables qui nous permettaient de diriger nos ressources vers ton frère sans confronter notre propre favoritisme. Lorsque tu as demandé de l'aide pour le loyer, nous avions les moyens de t'aider. Nous avons choisi de ne pas le faire. Lorsque nous avons remboursé la dette d'Ethan, nous avons eu l'occasion de réfléchir au traitement inégal de nos fils. Nous avons choisi de ne pas le faire. C'étaient des choix actifs qui reflétaient des priorités profondément erronées, et non les limites financières que nous prétendions. En te voyant chez Bradford, ayant réussi au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer, j'ai ressenti une immense fierté mêlée à une honte écrasante. Fierté pour ce que tu as accompli grâce à ton propre génie et ta détermination. Honte de savoir que nous n'avons rien contribué à ce succès, sauf peut-être l'adversité qui a alimenté ta motivation. Ta mère et moi avons passé 5 ans à réfléchir à nos échecs. Ethan, lui aussi, en est venu à reconnaître l'iniquité de sa position privilégiée dans notre famille. Ces difficultés ultérieures, que j'ai mentionnées lors de notre rencontre, ne sont pas partagées pour susciter la sympathie, mais pour illustrer que notre approche a échoué pour nos 2 fils, de différentes manières. Nous n'attendons pas de pardon. Nous ne l'avons pas mérité. Mais nous espérons la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Pas une restauration de ce qui était fondamentalement vicié, mais peut-être une relation plus honnête basée sur qui nous sommes tous maintenant. Si tu es disposé, nous accueillerions toute forme de contact que tu pourrais envisager. Un appel, un email, une autre rencontre, selon tes conditions et ton calendrier. Avec mes plus profonds regrets et mon amour indéfectible, papa, j'ai lu la lettre 3 fois, cherchant les justifications défensives ou les manipulations subtiles que j'attendais. N'en trouvant aucune, je me suis retrouvé face à la reconnaissance inconfortable de son apparente sincérité. Ma curiosité sur la situation actuelle de ma famille m'a amené à faire quelque chose que j'avais évité pendant 5 ans, je les ai recherchés via les archives publiques et les réseaux sociaux. J'ai reconstitué les grandes lignes de leur vie depuis mon départ. Mes parents vivaient toujours dans la même maison, bien que les registres de propriété montrent qu'ils avaient refinancé 2 fois, suggérant des difficultés financières. Mon père avait pris sa retraite plus tôt que prévu de son poste dans la compagnie d'assurance. Ma mère continuait d'enseigner, mais avait réduit ses heures à temps partiel. L'empreinte numérique d'Ethan montrait une série d'emplois à court terme, un bref mariage qui s'est terminé par un divorce, et un retour récent dans un community college. Leurs apparentes difficultés financières ont déclenché une émotion complexe que je n'avais pas anticipée, l'inquiétude. Malgré tout, un lien primal subsistait, un sens vestigial de la famille que 5 ans d'indépendance déterminée n'avaient pas complètement sectionné. Après 2 semaines de délibération,
j'ai envoyé un bref email à l'adresse que mon père avait incluse dans sa lettre, suggérant un café dans un lieu neutre, un café près du Boston Public Garden. J'ai précisé 1 heure 3 semaines plus tard, me donnant la possibilité de reconsidérer ma décision. Le matin de notre rencontre, je me suis habillé soigneusement de vêtements décontractés plutôt que de ma tenue de travail habituelle, un jean et un pull qui ne révélaient rien de ma situation financière. Je suis arrivé en avance, choisissant une table d'angle qui offrait de l'intimité tout en me permettant d'observer l'entrée. Mes parents sont arrivés ensemble 5 minutes avant l'heure convenue. Ils se déplaçaient plus lentement que dans mon souvenir, ma mère s'appuyant légèrement sur le bras de mon père alors qu'il naviguait entre les tables. Ils ne m'avaient pas encore vu, et j'ai eu un moment pour les observer à leur insu, les cheveux plus gris de ma mère, les lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou, la façon prudente dont mon père balayait la pièce du regard. Quand nos yeux se sont croisés, la main de ma mère s'est portée à sa bouche, les larmes montant immédiatement. Mon père l'a doucement guidée vers l'avant, sa propre expression étant un mélange d'espoir et d'appréhension. La conversation qui a suivi ne ressemblait à aucune que nous ayons jamais eue, brute, honnête, douloureuse, mais finalement productive. Ils ont reconnu le favoritisme qui avait défini notre dynamique familiale, n'ont offert aucune excuse pour leurs échecs, et ont exprimé un remords sincère qui semblait aller au-delà de la culpabilité pour atteindre une véritable compréhension du mal causé. Nous ne nous attendons pas à ce que tu oublies ce qui s'est passé, a dit ma mère à un moment donné, sa voix stable malgré ses larmes. Nous espérons juste que tu pourrais envisager de nous laisser une petite place dans ta vie à l'avenir. Selon tes conditions, a rapidement ajouté mon père. Quelles que soient les limites dont tu as besoin. Je n'ai fait aucune promesse ce jour-là, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. Nous avons convenu de procéder lentement, avec des attentes claires et des limites définies. Je ne rejoignais pas les fêtes de famille ou les dîners hebdomadaires, mais j'accepterais une communication occasionnelle et envisagerais d'autres rencontres en fonction de l'évolution des choses. En reconstruisant cette connexion prudente avec mes parents, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours qui m'avait mené à ce point. L'étudiant désespéré comptant ses centimes pour des ramen était devenu un entrepreneur à succès avec des ressources dépassant ce qu'il aurait pu imaginer. La blessure et la colère qui avaient alimenté ma motivation initiale avaient rempli leur fonction, mais étaient devenus un bagage de plus en plus lourd à porter. 6 mois après cette première rencontre autour d'un café, j'ai créé le Sullivan Opportunity Fund, un programme de bourse spécifiquement conçu pour les étudiants confrontés à des difficultés financières pendant leurs études. Le processus de candidature était simple, axé sur le besoin plutôt que sur les résultats scolaires, et le soutien couvrait non seulement les frais de scolarité, mais aussi les frais de subsistance, garantissant que les bénéficiaires pouvaient se concentrer sur leurs études sans le stress écrasant que j'avais connu. J'ai trouvé une satisfaction inattendue à lire les candidatures et les histoires personnelles d'étudiants qui me rappelaient mon jeune moi. Chaque trimestre, je notifiais personnellement les bénéficiaires sélectionnés, me souvenant du soulagement que j'avais ressenti lorsque le professeur Winters m'avait obtenu cette subvention d'urgence des années auparavant. Ma relation avec ma famille a continué d'évoluer avec prudence. Nous avons mis en place un appel vidéo mensuel, structuré et limité dans le temps au début, devenant progressivement plus naturel. J'ai rencontré Ethan séparément, le trouvant humilié par ses expériences et sincèrement plein de remords pour son rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. J'étais inconscient, a-t-il admis lors de notre première rencontre. J'ai tout pris pour acquis pendant que tu luttais. Je suis désolé, mec. Vraiment désolé. Le Noël suivant, 6 ans après avoir quitté ma famille, j'ai accepté une invitation à dîner chez mes parents. Ce ne fut ni la performance étrange de mon enfance, ni une restauration magique de ce qui n'avait jamais vraiment existé. Au lieu de cela, c'était quelque chose de nouveau, de timide, d'imparfait, mais d'honnête. Tout au long de cette reconnexion progressive, j'ai maintenu les limites qui protégeaient mon bien-être. J'ai partagé des informations sélectives sur mon succès commercial, mais j'ai gardé de nombreux détails privés. J'ai limité la fréquence et la durée des contacts. J'ai continué mes séances de thérapie, traitant chaque interaction et m'assurant de ne pas retomber dans de vieux schémas malsains de recherche d'approbation ou d'acceptation. Plus important encore, j'ai reconnu que si les liens familiaux pouvaient améliorer ma vie, ils ne la définissaient plus. J'avais construit une famille choisie d'amis fidèles, de collègues de confiance et de mentors qui me valorisaient pour exactement qui j'étais. Mon sentiment de valeur ne dépendait plus de la validation externe, parentale ou autre. L'empire que j'avais bâti a continué de prospérer et de s'étendre, mais ma perspective sur son but a évolué. Ce qui avait commencé comme un véhicule pour prouver ma valeur est devenu une plateforme pour créer un impact positif.
J'ai mis en place des avantages sociaux généreux pour les employés, j'ai donné la priorité aux pratiques commerciales éthiques et j'ai consacré d'importantes ressources à des initiatives éducatives et à des programmes d'accès à la technologie pour les communautés défavorisées. En repensant à l'étudiant désespéré que j'étais, je reconnais à la fois sa douleur et sa résilience. Le voyage de ce point à mon succès actuel m'a appris des leçons qu'aucun cours universitaire n'aurait pu fournir, sur l'autonomie, sur la différence entre le pardon et l'oubli, sur le pouvoir de rediriger la douleur vers une action intentionnelle plutôt que la destruction. La réalisation la plus profonde fut que le vrai succès ne se mesure pas en compte bancaire ou en acquisition d'entreprise, mais par la liberté de définir sa propre voie. Pour moi, cela signifiait créer une vie pleine de sens, m'entourer de liens authentiques, et finalement trouver la force de m'engager avec mon passé sans être contrôlé par lui. Si vous regardez ceci et que vous luttez avec vos propres blessures familiales, sachez que votre chemin vers la guérison est unique. Certaines relations peuvent être soigneusement reconstruites avec des limites appropriées. D'autres sont mieux laissées derrière. La relation la plus importante à réparer est celle avec vous-même. Avez-vous connu le favoritisme familial ou avez-vous dû créer votre succès entièrement par vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous si cela a résonné en vous et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé votre propre moyen de transformer la douleur en pouvoir. Merci d'avoir écouté mon parcours, de la trahison au succès, jusqu'à quelque chose que je ne m'attendais jamais à trouver, la paix.